Pulsar 95.9. Bonjour et bienvenue sur votre émission d'ores et déjà culte Poitou Pop. Nous vous retrouvons toutes les 2 semaines pour parler d'événements, de lieux, d'idées locales ou bien internationales, le tout biberonné de marxisme. Durant cette émission, vous aurez le privilège, pour une fois il est de votre côté, d'avoir des chroniques, des éditos et autres micro-trottoirs pour mieux comprendre l'actualité, le tout avec une pointe de marxisme bien sûr. Enfin bref, une émission qui permettra d'apprendre à manger du bourgeois. Dans un premier temps, nous écouterons Aurélien Bernier, qui est essayiste et qui était notre invité il y a maintenant quelques mois sur notre chaîne YouTube. Il va nous parler entre autres du marché de l'énergie et nous l'écouterons parler de la propriété de l'énergie. Première partie d'émission sur l'énergie, le deuxième sujet de la journée qui sera dédié à la nourriture et à l'autonomie alimentaire. Donc, avant de revenir sur l'interview que nous avions fait de Violette Folgado, que nous avions rencontrée dans le cadre de la fête de l'UMA de Poitiers cette année et qui parle de son expérience d'élu municipal en Dordogne et de l'exemple qu'ils ont réussi à mettre en place là-bas autour de l'alimentation et de l'autonomie alimentaire de leur territoire. Notre invité était Aurélien Bernier, il était présent sur notre chaîne YouTube de Ventre Presse il y a 3 mois maintenant. Avec lui, on va parler énergie. Alors Aurélien Bernier, c'est un auteur et un militant français, il est spécialiste des politiques environnementales et se réclame du courant de la démondialisation. Je vous laisse l'écouter durant ces quelques minutes qui suivent en duo avec Edoui Plenner et Yurigan. Ce que tu dis, en gros, c'est que à peu près partout dans les pays, on va dire occidentalisés ou industrialisés, il y a eu donc une émergence des systèmes de production d'énergie par le privé, via le financement de capitaux privés. Ensuite, il y a eu des vagues de industrialisation quasiment dans tous ces pays-là, à des temporalités diverses, mais à peu près la même période. Et là, aujourd'hui, dans une phase de contre-attaque du capital, on peut dire. Donc c'est quelque part, il y a on pourrait presque faire une espèce d'histoire de la lutte des classes au travers des moyens de production de l'énergie, quoi. Il y a une espèce de pouvoir contre pouvoir. C'est un endroit qui peut cristalliser ou symboliser le rapport de force en fait entre la classe ouvrière et la bourgeoisie, ou les producteurs et l'oligarchie. Enfin, ça dépend quelle grille on prend pour analyser, mais en gros, voilà, entre les 2 tendances qui se font la guerre au travers de la production d'énergie, quoi. Oui, et enfin, en tout cas, on peut analyser la mondialisation au travers de cette question de la propriété de l'énergie. Okay. Alors bon, la lutte des classes, d'une manière générale, j'aurais peut-être pas... Enfin, encore que, oui, d'une certaine manière. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point cette période des nationalisations correspond à un moment historique particulier où le capitalisme a en partie perdu la main. Okay. Et ça commence avec la crise des années 30. Puisque vraiment le premier coup que prend le capitalisme, c'est le krach et la crise économique qui suit. Et puis le deuxième coup, en France en tout cas, c'est la Deuxième Guerre mondiale, avec un patronat qui a quand même largement collaboré, qui est décrédibilisé et qui ressort pas en position d'imposer sa loi. Et puis une nécessité qui est la reconstruction et la remise en route de l'économie nationale, qui oblige le pouvoir politique à prendre les choses en main, et bien sûr la peur du communisme, qui pousse le pouvoir en place à
compromis social pour éviter que la France bascule à gauche et aux mains des communistes. Donc on a une politique de compromis et qui dure un certain temps, mais la parenthèse se referme. Voilà, alors bon, à la fin des années 70, au début des années 80, bon, ça prend, enfin, il n'y a pas une date butoir, oui. Ça prend des années, il y a un peu des allers-retours. Et puis ça va pas à la même vitesse dans tous les pays. C'est pas la même chose dans tous les pays, mais on a quelque chose d'historique qui se joue à cette période-là, et le capitalisme reprend la main, mais avec une configuration qui est différente, parce qu'il y a eu des évolutions technologiques entre-temps qui lui permettent de se réorganiser à une échelle supranationale. Et voilà, là on bascule vraiment dans la mondialisation, alors qu'on peut qualifier, on peut dire néolibérale, bon, mais en fait la mondialisation est néolibérale. C'est un pléonasme, on n'a pas de mondialisation qui soit déconnectée de la mondialisation du capitalisme. Ok, donc là, Aurélien Bernier nous parle. Donc il a répondu à la question que je lui avais posée il y a 3 mois concernant la possibilité de lire la lutte des classes au travers de la propriété des moyens de production de l'énergie. Et là, ce qu'il est en train de décrire, moi, ça me fait penser à un concept dont parle régulièrement Bernard Friot, qui est le concept de révolution et de contre-révolution. Ouais, voilà, avec le programme du Conseil national de la résistance. Donc, Friot, il considère, lui, qu'il y a eu une petite révolution communiste à ce moment-là, avec une petite dose de communisme injectée dans l'économie française, avec la sécurité sociale, la nationalisation de l'énergie, de la SNCF, etc. Les fonctionnaires, tout ça, quoi. Et donc ça, c'était une petite révolution communiste. Et s'en est suivi, en fait, un mouvement contre-révolutionnaire de la bourgeoisie, qui a eu lieu tout de suite après, et qui continue aujourd'hui d'essayer de détruire en fait, ce qui a été acquis lors de ce qu'il décrit comme étant une petite révolution. Alors, bien sûr, je pense que si on demande à des camarades trotskistes de lutte ouvrière ou du NPA, ils seront probablement pas d'accord en fait avec la lecture de Bernard Friot, qu'il y a eu une petite révolution à ce moment-là, et peut-être qu'eux, ils considéreront au contraire qu'il y avait une potentielle bascule en fait à faire au sortir de la guerre, et qu'il y avait la possibilité, avec un parti communiste très fort, avec une CGT très forte, avec des armes notamment aux mains de tous ces camarades-là, qui avaient peut-être une opportunité pour vraiment renverser le capitalisme à ce moment-là. Bon, l'histoire fait que c'est pas ce qui s'est passé, mais que, bon, pour certains marxistes, en tout cas, il s'est quand même passé quelque chose, et des institutions ont été construites au sortir de ces événements-là, quoi. C'est intéressant cette manière justement de voir le fait que le capitalisme en France, il est chuté au moins 2 fois, donc comme il vient de le dire, lors du krach boursier et lors de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a toujours ce croisement des chemins où en fait on peut choisir donc de sortir de la voie capitaliste, et un peu plus tard la voie libérale avec Mitterrand et Thatcher qui forment un duo main dans la main. Et on voit qu'en fait à chaque fois il n'y a aucun courage qui a été pris de vouloir justement changer de ça. Quand moi du coup, après le CNR, moi j'ai plutôt parlé de sous Mitterrand, où pareil, en fait, on aurait pu faire un choix lors de la récession, pas de rentrer dans une ère communiste, mais de rentrer dans une ère où on essaye de nationaliser un maximum de choses pour protéger l'économie et pour éviter de l'ouvrir aux rapaces libérales. Et Mitterrand a fait le choix de l'ouvrir délibérément parce qu'il avait tout simplement la flemme de réfléchir à une alternative. Et c'est justement cette flemme, c'est cette volonté de ne pas vouloir réfléchir à une alternative qui aujourd'hui amène à avoir des débats sur de quelle manière est-ce qu'on gère notre énergie nationale, tout en essayant de préserver notre économie nationale. Et ces deux choses ensemble ne vont pas, vu que forcément à un moment ou à un autre, faut vouloir mettre en avant l'un par rapport à l'autre, et ça amène des gros combats d'ego entre les deux choses, quoi. Ouais. Et donc ensuite, moi je voulais repréciser que donc cette histoire de révolution contre révolution, c'est pas du tout lié à des révolutions marxistes ou autres, c'est assez classique en fait.
dans l'histoire, c'est des choses qu'on observe assez régulièrement. Donc, par exemple, si on prend la Révolution française, il y a eu une révolution bourgeoise plutôt, à laquelle il y a eu une réaction, en fait, contre laquelle il y a eu une réaction de la noblesse. Et donc, on a eu l'instauration d'une république bourgeoise, avec ensuite destruction de celle-ci par la monarchie, puis la république est revenue, puis la monarchie est revenue, puis enfin la république s'est réinstallée une bonne fois pour toutes au moment de la Troisième République. Mais donc il y a ces jeux en fait de révolution contre révolution. En Russie, il y a eu un peu la même chose hein, quand les bolcheviks arrivent au pouvoir avec Lénine. Quelque part, on peut considérer que, d'une certaine manière, la prise de pouvoir par Staline, c'est une forme de contre-révolution avec des mouvements plus réactionnaires au sein du parti bolchevique là-bas. Donc voilà, et donc quand on regarde ce dont parlait Aurélien à ce moment-là, hein, nationalisation des moyens de production d'énergie par exemple, donc ça c'est ce qui pourrait correspondre à une révolution. Et derrière on a la contre-révolution de la bourgeoisie qui cherche à revenir sur cet acquis et revenir sur cette nationalisation. Et là, on en est à un point aujourd'hui où la bourgeoisie a quasiment réussi en fait à parachever sa contre-révolution et à détruire tout ce qui avait été acquis à ce moment-là. Bon, moi je vous propose de retourner à Aurélien Bernier et à la suite de l'extrait qu'on a choisi. Une fois de plus, l'Église, l'allié traditionnel du capitalisme, veut museler les travailleurs. Les travailleurs seront malgré tout se faire entendre et montrer du doigt celui qui les trahit, celui qui les exploite, celui qui se fout de leur gueule. Ça ne peut plus durer. Debout les damnés de la terre. Les étoiles en plus. Et voilà, c'est d'autres phénomènes économiques qui se mettent en place. Et on est en train d'en payer les conséquences aujourd'hui. Bon, même si, évidemment, les conséquences sociales n'ont pas tardé à se faire sentir, mais là, je pense qu'on est vraiment dans le dur avec, d'une part, une part de plus en plus importante de la population qui s'appauvrit, des métiers pourris qu'on croyait disparus, qui revoient le jour parce que les gens ont besoin de ça pour manger. Évidemment, une crise environnementale qui est terrible et de plus en plus inquiétante, dont on ne mesure pas forcément toutes les conséquences. Et puis une impuissance. Et voilà, moi c'est quelque chose qui, je ne vais pas dire qui m'obsède, mais dans mes travaux, c'est vraiment quelque chose qui revient en permanence. Comment on a pu devenir aussi impuissant à s'opposer à cette mondialisation néolibérale. Comment on a pu échapper tous les leviers qui nous permettent de lutter contre le capitalisme. Et les conséquences aujourd'hui de cette perte de pouvoir face au pouvoir économique, on le prend en pleine figure avec la montée des nationalismes et de l'extrême droite, qui est une conséquence directe de l'abdication des politiques. Alors évidemment la droite qui a finalement abandonné le gaullisme pour faire son tournant néolibéral, la gauche qui a abandonné la lutte des classes pour faire son tournant social-démocrate, et donc voilà, il reste l'extrême droite qui, alors bon, on peut démontrer de mille manières que c'est usurpé, que c'est une illusion, mais qui récupère l'espoir, en tout cas qui incarne un espoir de rupture avec la mondialisation. Voilà. Donc et ça c'est quelque chose qui est essentiel, je pense, et on ne peut pas aller comme ça d'une élection à une autre et aller prendre des cartons, parce que malheureusement on prend des cartons. On ne peut pas militer dans un syndicat et prendre veste sur veste, parce que voilà, l'évolution d'une
droit du travail, du droit tout court, une suite de régressions permanentes, sans se poser la question, voilà, pourquoi on a perdu ces leviers, comment, et puis comment on pourrait les reprendre. Plus ça. Les étoiles en plus. Dans la deuxième partie de l'extrait qu'on a écouté d'Aurélien Bernier, donc il parle un petit peu de l'attitude de la gauche, des syndicats, etc. vis-à-vis des combats à mener et justement de cette de comment ça se fait que on arrive à rien faire contre la contre-révolution bourgeoise vis-à-vis des acquis qu'on a eu en particulier au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et il évoque notamment la place des syndicats et du fait qu'on ne peut pas aller de défaite en défaite syndicale et des mouvements syndicaux. Alors moi, ça me fait penser à une prise de parole qu'avait faite Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, à la fête de l'UMA 2023. Donc on sortait de la défaite du mouvement de contre-réforme, contre la contre-réforme de la réforme des retraites. Et on sortait du mouvement de lutte contre la contre-réforme des retraites, donc qui était porté par le gouvernement de Gabriel Attal. Non, c'était Elisabeth Borne. Okay. Qui était porté par le gouvernement d'Elisabeth Borne à l'époque. On a eu des manifestations monstres, on était vraiment très nombreux et nombreuses dans la rue, c'était assez fou. Et pourtant, on a perdu. Et en fait, moi, quand j'ai écouté Sophie Binet à la fête de l'UMA, tout ce qu'elle disait, c'était ouais, on était super nombreux et nombreuses, c'est trop bien. On s'est fait voler par l'État. Le gouvernement ne nous a pas écoutés. C'est des irresponsables. Mais franchement, c'était cool. Et moi, ma position là-dessus, c'est que non, c'est pas cool parce que elle dit pas vraiment ça, mais moi, ce que je dis, c'est que au final, on a perdu. Et moi, ce que j'attendais d'une dirigeante syndicale à ce moment-là, c'était de tirer un bilan, de dire « Ok, vous inquiétez pas, c'était super, on était nombreux et tout ça, mais on va se mettre autour de la table avec les gens de la CGT, avec les gens des autres syndicats s'il le faut, peut-être même s'il le faut avec les partis politiques. Enfin, il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on analyse, qu'on comprenne pourquoi on a perdu, comment ça se fait qu'en mobilisant autant, on continue quand même de perdre. » Parce qu'en fait, si on fait jamais l'analyse et qu'on fait jamais la prise de recul de pourquoi on perd, c'est comme dit Aurélien Bernier, en fait, on va aller de défaite en défaite. Et au fur et à mesure qu'on a des défaites, qu'est-ce qui se passe? L'extrême droite, elle monte. Parce que le ressenti dans la population, il augmente. Les gens, ils sont de plus en plus énervés au fur et à mesure qu'on fait que perdre. Et donc, quand on perd, les conditions matérielles des gens, en fait, elles se dégradent. Hein. Concrètement, quand on perd sur la contre-réforme des retraites, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui vont partir plus tard à la retraite, donc en fait des gens qui vont mourir au travail. Et ça, c'est un peu ça sur tous les sujets. Quand on perd sur la privatisation de l'énergie, c'est l'énergie qui augmente, c'est le niveau de vie des gens qui diminue en fait. Donc il y a pour moi une nécessité que nos dirigeants politiques et syndicaux, à un moment donné, se mettent autour d'une table et fassent leur autocritique, quoi, qu'ils essaient de comprendre, d'analyser pourquoi on perd, comment ça se fait qu'on perde. Bon, et après, bien sûr, nous, notre devoir, quelque part là-dedans, c'est de faire ce qu'on fait là, hein, c'est prendre la parole, amener du débat partout où on le peut, autant qu'on le peut, à notre échelle. Nous, c'est pour ça qu'on décide de se lancer aussi, hein, qu'on participe à notre manière, autant qu'on le peut. Et je pense que c'est hyper important, et tant que ça n'aura pas lieu, malheureusement, je pense qu'on continuera d'aller de défaite en défaite, quoi. Il y a souvent cette question qui vient au travers des syndicats de comment est-ce qu'on fait pour continuer la lutte, comment est-ce qu'on fait pour garder espoir après des défaites.
Et c'est justement tout l'intérêt finalement là d'avoir écouté Aurélien Bernier, c'est de se dire que bah, même ceux qui pensent à des manières de lutte se posent encore la question de comment est-ce que c'est possible qu'avec cette ampleur de mobilisation, on arrive encore à perdre et à se dire oh bah c'est pas grave, on verra ça la prochaine fois. Vu qu'il y a vraiment en fait un manque de prise de risque en fait des syndicats qui font toujours la même chose, c'est-à-dire appel, on marche de Bastille à Nation et voilà après c'est fini, on fait quelques merguez et après tout est carré quoi. Donc, comme c'est tout le temps la même recette, c'est qu'à chaque fois, c'est tout le temps le même bilan, le même constat, bah, à la fin, les gens n'ont plus du tout envie d'aller dans la rue et de risquer leur peau, vu que parfois, aller en manifestation, c'est aussi risquer sa peau, pour au final se retrouver le soir avec une énième défaite. Donc, il y a toute une volonté finalement de refaire une culture politique populaire afin d'apprendre aux gens une nouvelle manière de lutter et aussi apprendre aux gens une nouvelle manière de ne pas se résigner parce qu'en fait, c'est la résilience bien souvent qui apporte les défaites. Là, moi, où je suis pas forcément d'accord avec ton analyse, c'est sur la montée de l'extrême droite par rapport aux défaites. Je pense pas que ce soit nos défaites qui amènent à lutter, qui amènent à la montée de l'extrême droite, mais ça soit justement le manque de volonté de réaction qui amène à cette montée. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une différence notoire parce que je veux dire, si on perd, je veux dire, moi je suis fan de l'Olympique de Marseille. Demain, si l'Olympique de Marseille a fait que perdre, je me dirais pas, bon, bah, d'un coup, je vais aller supporter le Paris Saint-Germain. Là où je vais commencer à vouloir aller voir un autre club, c'est si cette équipe a commencé à entrer en totale contradiction avec mes valeurs et si elle commence à faire complètement l'exact opposé de ce pourquoi je vais demander de lutter pour moi. Et donc les syndicats, en fait, quand ils disent oui, battez-vous pour nous, faites grève pendant une semaine, ou les partis politiques, quand ils disent oui, battez-vous pour nous, allez-y, marchez dans la rue, faites Bastille-Nation, et que derrière ils font rien et que voire ils trahissent, bah, en fait ça amène un écœurement politique et ça amène à la volonté justement d'aller voir ailleurs et pour aller faire chier bah, la personne que tu viens de quitter, c'est faire chier son ex en fait. Les gens ils vont voir parfois l'extrême droite pour faire chier leur ex. Il faut m'expliquer la logique derrière vu qu'il n'y en a pas forcément. Mais en fait c'est la volonté justement de cette abnégation à la défaite qui fait que bah, en fait, on devient tous fous. Et à la fin on se demande même si finalement on n'aurait pas envie, les accélérationnistes là ils se demandent s'ils n'aimeraient pas mettre en place l'extrême droite pour montrer à quel point c'est n'importe quoi et pour que la gauche revienne en force. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait se servir d'une défaite de la victoire de l'ennemi pour nous revenir. Non mais c'est des tactiques de fous furieux. Donc du coup non, ouais, on a un vrai problème de résilience en France. Je sais plus où je voulais en venir, mais le bilan est voilà, celui-là. Ouais, sur les techniques des accélérationnistes, moi je tiens quand même à rappeler que c'est quand même un jeu extrêmement dangereux que de penser que ça puisse avoir des effets positifs à terme. Il suffit de prendre plusieurs exemples, mais si vous prenez l'exemple du Chili de Pinochet ou plus proche de l'Espagne de Franco, l'extrême droite, on sait quand est-ce qu'ils prennent le pouvoir, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils le rendent. Donc faut garder en tête qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où quand l'extrême droite arrive au pouvoir, la seule chose qui la fait partir, c'est la mort du dictateur. Donc à la fin des fins, là si demain ça devait être la famille Le Pen qui arrive au pouvoir, étant donné que c'est une famille qu'ils ont, le plus jeune aujourd'hui ça doit être Bardella, mais ils ont des enfants, mais bref, dans les dirigeants politiques entre Maréchal Le Pen et puis Bardella, ils ont à peine une trentaine d'années. Donc je vous laisse imaginer la durée la durée d'une telle dynastie, ça peut être vraiment vraiment catastrophique. Donc faut vraiment pas. Moi je pense que c'est vraiment pas un bon plan. Après j'entends les critiques de certains camarades plus à gauche que nous qui vont nous dire que le problème de croire dans la réforme, c'est que justement derrière ça fait des déçus et ça peut faire monter l'extrême droite. Bon, moi, aujourd'hui, je souscris pas à cette thèse-là. Je pense que, en tant que matérialiste, on doit être capable de, à la fois pousser pour une réelle révolution. Moi, je milite pour une réelle révolution communiste dans notre pays. Mais dans le même temps, je considère que dans le jeu des institutions, il y a quand même un coup à jouer. Et aujourd'hui, la position typiquement du NFP ou de la NUPES, mais plus particulièrement du programme de la France Insoumise ou du Parti communiste, ont des propositions qui sont des mieux-disants concrets. Certes, ça reste de la réforme, ça reste le jeu des institutions et notamment des institutions bourgeoises, mais en attendant, c'est quand même des petits gains. Et moi, je pense qu'il y a quand même ça à aller gratter, à aller gagner pour les gens. Et ça peut être des moyens d'aller de montrer que un revirement de l'autre côté, à contre-courant de
de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire d'un monde de plus en plus libéral, ça peut emmener quelque chose de meilleur et peut-être radicaliser les gens sur leur gauche en se disant, en fait, augmenter les salaires, exproprier, il n'y a pas d'expropriation de patron dans le programme de la France Insoumise, mais augmentation des salaires, réduction du temps de travail, en fait, finalement, on vit mieux et donc pourquoi pas un appétit pour en avoir plus, quoi. J'espère que vous aurez profité de cette petite entrevue avec Aurélien Bernier, qui est retrouvable sur le podcast de l'émission si vous voulez le réécouter un peu plus tard. On va pouvoir écouter de la musique et ça va être tout de suite dans vos oreilles avec Carnivore, les garçons bouchés, et c'est tout de suite dans votre émission. Je suis carnivore. Je n'ai vraiment rien de rien contre les végétariens, mais les failles sont plus beaux avec du gigot. Rien contre les alcoolos, surtout s'ils marchent au Bordeaux. Et un égout qui marche en coco, marchant pas. Carnivore. Nos pas nous entrer dans des lieux interdits. Pas des balasses, pas des mois de nuit. On a rien à foutre de la société. On fait le sabatoire de la Villette. Les nouvelles qui bougent, on trouve des copains. On y renfort, jusqu'à la côte de port. La pute dans mon fort. Je suis carnivore. On n'est pas là pour rider si le taureau roule le bonsoir. Mort au plus voyageur du bleu, lapin chasseur. L'amateur de ses tatars n'est vraiment pas un barbare. Il aime les choses râlées, œuvres d'art. Carnivore. C'est nous un peu tôt quand on était tout petit. Avant ça, la télé, du monde de la boucherie. Le zéro d'un Syrie, nous on l'a pas connu. Une interdit d'état, sans rendre, on l'a non plus. La France c'est plus un choix, c'est même une obsession. On a fait nous des faux, car ils mangeaient les rangements. Bien, vous êtes toujours sur notre antenne et tout de suite nous allons avoir un petit entretien avec Violette Folgado qui est conseillère municipale dans une petite ville de Dordogne vers Périgueux, qui fait partie du Parti communiste français, qui voulait parler avec nous de l'autonomie alimentaire. Alors, ce qui est d'important de savoir, c'est qu'avec la loi NOTRe, on a enlevé la clause de compétence générale à toutes les collectivités, sauf à la commune. Donc, la commune peut se saisir de cette cause pour faire n'importe quelle action dont la population a besoin. Et nous, dans la campagne électorale de 2020, nous avons fait des réunions publiques, et ce qui est sorti de ces réunions, c'est que la population souhaitait des jardins partagés pour nourrir la population, se nourrir, etc. Sauf que dans une commune comme la nôtre, un peu rurale, on voyait pas l'utilité parce que tout le monde a son petit jardin, ou pratiquement, sauf que nous avons juste quelques familles qui vivent dans des petits HLM, mais ça concerne quelques familles. Donc, une exploitation était en vente depuis 5 ans, ils ne trouvaient pas acquéreur. Il y avait un demi-hectare de terrain plus une maison d'habitation.
nous avons décidé d'acquérir cette exploitation et la maison et le terrain pour y faire une ferme maraîchère municipale. C'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons acheté cela en début 2022. Et en mai 2022, nous avons recruté un maraîcher que nous employons, qui devient un agent territorial et qui a commencé à travailler la terre. Nous avons fait venir EcoCert pour la certification biologique. Une partie en 2022 n'était pas certifiée biologique, mais l'est maintenant. Il a commencé à produire. Donc là, nous avons acheté les premières semences. Et après, il a commencé à produire, voilà. Et fin 2022, il y a eu une petite production puisque l'année était. Et il a fait les semences lui-même pour l'année d'après, 2023. Et ce qu'il y a, c'est que donc c'est pour nourrir. On fait à peu près 200 repas par jour. Ça nourrit les enfants des écoles, mais également le portage des repas des anciens. Donc nous avons et ça a été fait également parce que nous ne trouvions pas dans notre environnement proche, nous ne trouvons pas suffisamment de denrées bio pour notre cantine. Donc nous avons non seulement fait en sorte de pouvoir cultiver par la commune les légumes et fruits dont nous avions besoin. Nous avons même aujourd'hui planté des arbres fruitiers pour que les enfants puissent bénéficier davantage de fruits. Mais également, nous avons fait en sorte que ces légumes, ces fruits que nous récoltions puissent être transformés à la cantine, parce que là aussi ouvrir un sachet surgelé, c'est pas la même chose que peler les légumes pour 145 enfants et 40 personnes âgées. Donc ça fait partie de l'enveloppe budgétaire. Et nous avons ce qui est intéressant, c'est qu'en fin d'année 2023, nous avons non dépensé en achat de légumes frais et de fruits le salaire du maraîcher non chargé. Et je le dis, c'est un service public. Donc comme tout service public, comme l'école, etc., n'a pas à faire de profit. Mais nous avons évalué ce que l'on a récolté. Et dans le premier trimestre 2023, nous avions donc produit plus de 450, je crois, kilos de légumes. Là, le même trimestre, nous en étions à 1 tonne 100. Je veux dire que ça va aller en progressant, si bien que nous avons également loué le paysan qui touchait notre ferme un deuxième demi-hectare pour pouvoir continuer à offrir davantage de produits à la ferme, à la cantine. Aujourd'hui, c'est quelque chose comme 40 légumes, fruits. Il y a des choses comme les petits pois, comme il y a beaucoup d'interventions qui n'ont pas, ou de fèves, même s'il y en a eu quelques-unes, qui sont cultivées parce que ça demande beaucoup de manutention. Voilà. Non, c'est de plus en plus catastrophique, le groupe va s'écrouler. On peut quand même pas être les complices d'un suicide. Benoît le pape, les travailleurs ne laisseront pas saboter le formidable outil qu'ils ont contribué à forger. Indignés par ton attitude, ils décident de gérer eux-mêmes le groupe. Vive l'autogestion! Vive l'autogestion! Ah, tout de même. Les étoiles en plus. Donc on vient d'écouter Violette Folgado. Nous on l'avait rencontrée donc à la fête de l'UMA de Poitiers il y a quelques mois. Et en fait elle était venue pour un tout autre sujet. En réalité elle était venue parler de Palestine et de la guerre en Palestine. Mais juste avant la conférence sur la situation en Palestine, il y avait une conférence sur la situation du monde agricole, et donc elle avait témoigné publiquement, elle avait fait une prise de parole publique lors d'une question pour parler de son village, et nous on était allés ensuite l'interviewer pour qu'elle présente un peu plus en détail ce qui se passe là-bas, donc en banlieue de Périgueux, dans un village proche de Périgueux. Et ça nous avait pas mal interloqué en fait, parce qu'on se rend compte que les mairies, elles ont la possibilité de faire quand même pas mal de choses et de décider que une partie de leur personnel, puisque là c'est donc un agent de la fonction publique territoriale qui a été embauché par la mairie
comme maraîcher. Donc la mairie peut très bien décider d'allouer une partie de son personnel au maraîchage pour produire de la nourriture pour les écoles primaires et puis pour les maisons de retraite. Et le témoignage qu'elle donne, c'est que au bout d'un an ou deux d'exploitation par le maraîcher, en fait, il arrive à produire plus que l'équivalent, enfin, à produire l'équivalent de son salaire en légumes, quoi. Donc en réalité, c'est une opération qui est finalement, une fois que la production est installée et lancée, c'est presque entre guillemets rentable pour la commune. En tout cas, ça ne coûte pas vraiment d'argent à la commune. C'est un choix au départ, il y a de l'investissement, il faut acheter du foncier, etc. Mais l'exemple montre que ça fonctionne assez bien. Alors bien sûr, une commune comme ça, c'est pas forcément transposable à Poitiers, parce qu'à Poitiers, il y a des centrales d'achat j'imagine, pour la restauration collective. Donc en réalité, les prix doivent être bien plus tirés. Mais bon, après, il y a aussi des facteurs d'échelle, puisque nécessairement, si Poitiers devient autonome sur la production de fruits et légumes, par exemple, en réalité, on va avoir des surfaces exploitées qui vont être bien supérieures. Bon, en tout cas, nous, à Poitou-Presse, il nous semble que à Poitiers, on est quand même vachement en retard. On a une mairie qui se cache derrière une interdiction du préfet pour quand ils ont voulu monter ou participer à une SCIC pour faire du maraîchage proche de Poitiers. Mais bon, au final, on n'a toujours pas compris vraiment où elles allaient être, ces parcelles, si elles ont vraiment été achetées ou pas, et si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'il y a vraiment des gens qui travaillent dessus ou pas. Enfin, en tout cas, c'est pas clair. Et ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, ils sont cachés derrière une interdiction du préfet de participer à ça, alors qu'on voit très bien que, avec tout simplement le simple fait d'embaucher un agent territorial, ou même, pourquoi pas, de reclasser les agents territoriaux qui travaillent aux espaces verts à l'horticulture, pourquoi pas les reclasser en maraîchage, leur payer une formation pour transformer leur activité, tout ou partie de leur activité, pour faire du maraîchage et pour monter comme ça en compétences et en volume sur production d'une partie de la nourriture des EHPAD et donc des résidences autonomie notamment qui sont gérées par la ville, et puis ensuite de la restauration collective dans les écoles primaires. Alors bon, on sait bien qu'à la mairie de Poitiers, ils sont plus occupés à essayer de fermer des résidences autonomie, on le sait. Mais voilà, nous, il nous semble quand même que ça paraît pas insurmontable. Si des petites communes de quelques milliers d'habitants arrivent à imaginer à mettre en place ce genre de solution en 4 ans, en moins de 4 ans, puisqu'en fait, en réalité, aujourd'hui, ça fait déjà plus d'1 an, ils sont dans leur 2e année, je crois, d'exploitation. Donc en réalité, ça leur a pris quoi ? Ça leur a pris 2-3 ans max à mettre ça en place. Nous, on est là avec des gens qui font de la com à fond pour dire qu'ils sont plus écolos que écolos, ils lavent plus blanc que blanc. Et à la fin des fins, qu'est-ce qu'on a ? Pour l'instant, pas grand-chose. On a assez peu de résultats. Et c'est je pense que nous, c'est notre devoir aussi de citoyens, en fait, d'apporter, entre guillemets, un soutien critique. Là, c'est surtout de la critique parce que, bon, sur ce sujet-là, j'ai l'impression qu'ils font pas grand-chose, donc on va pas trop les soutenir. Mais voilà, en tout cas, si ces gens-là sont censés être nos camarades, soutien critique à nos camarades, faites quelque chose, bougez-vous, quoi. Je pense que toute ville doit avoir son autosuffisance alimentaire, au moins au minimum pour les écoles primaires et les maternelles, quand les maternelles font à manger, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais au moins pour les écoles primaires, c'est la moindre des choses. Déjà de 1, parce qu'on apprend du coup aux enfants qu'on peut produire ces légumes localement, etc. Donc déjà, ça fait marcher le savoir-être, le savoir-vivre, etc. Et en plus de ça, parce que c'est tout à fait logique en fait qu'une politique publique à l'échelle locale prenne en charge la manière dont se nourrissent les plus jeunes, surtout quand c'est à l'école publique, justement, qui est là aussi gérée par la collectivité. Mais c'est compliqué justement parce qu'il faut prendre des risques, parce que bien entendu, quand on va dire à des gens, là aujourd'hui on veut faire pousser nos propres patates, nos propres artichauts, etc. Et ils vont être en mode quoi, mais comment vous faites si jamais un hiver il fait trop froid et que vous avez rien à manger à table, et il y a ce genre d'arguments qui peuvent venir, et donc faut aussi avoir le courage de dire à la droite, en fait encore une fois vous nous cassez la tête pour rien, parce que il y a toujours eu des légumes, il y aura toujours des légumes, et les légumes, c'est ce qui est le plus simple à faire pousser. D'ailleurs, il y a un gars qui habite dans le sud
et qui fait pousser ses légumes et dans le sud, pas dans le sud de la Vienne, mais dans le sud de la France, et qui fait pousser ses légumes sans aucun produit chimique. Il a planté les graines et il fait rien. Genre pendant 4 mois, il y touche pas. Et il est en mode, genre j'ai des tomates, elles sont plus grosses que la pomme de ma main et elles sont bien pleines. Et t'es en mode, bah oui, en fait, genre c'est ça parce que l'écologie, c'est pas que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. C'est en fait, genre c'est un fait, le fait que faire pousser ces aliments de manière sécurisée, c'est-à-dire sans produits pesticides et sans produits nocifs pour notre corps et pour la nature, ça fonctionne, c'est meilleur et c'est limite aussi peu coûteux. Donc vous nous saoulez la droite et le spectre de la droite est très large. Hein. Attention, ça va de la droite à un peu à la gauche. Vous nous saoulez un peu tous, quoi. Moi, j'ai souvent tendance à dire que la droite commence à Benoît Hamon et que c'est inclusif pour le camarade Benoît, malheureusement. Moi, je considère qu'il n'est pas un camarade, mais bon, après, on n'est pas là pour se battre avec les autres composantes de la gauche. Alors sur ce truc-là, en fait, sur ce sujet, il y a le choix qui a été fait, c'est de servir le capitalisme et les bourgeois au niveau de l'alimentation de la nourriture. Alors l'exemple que tu donnes, il est assez révélateur. Et en fait, ça demande quand même un peu de temps parce que il y a, en gros, sortir de la guerre, il y a eu un choix qui a été fait, c'est de faire basculer l'agriculture et l'alimentation de notre pays dans le capitalisme et au service du capitalisme. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des gens dont le métier a été de produire des graines pour que les agriculteurs plantent ces graines-là, plutôt que de faire comme ils ont quasiment toujours fait, c'est-à-dire ressemer une partie de la récolte précédente pour l'année N+1. Donc, l'exemple que tu as donné tout à l'heure du paysan qui sème ses graines et puis qui fait quasiment rien, ça, c'est l'exemple typique en fait d'une agriculture vivrière, on va dire historique, où on garde une partie de sa récolte pour l'année suivante et on arrive au bout du bout avec des plantes, des végétaux, des légumes, des fruits qui sont hyper adaptés à notre terroir, à notre territoire, mais qui ne sont pas transposables en fait dans un autre endroit, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive avec une variété de tomates par exemple qui est hyper adapté, si le gars, je sais pas, il est à Montpellier, ça va être des tomates hyper adaptées à la saison de Montpellier, au fait qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de pluie, beaucoup de soleil. Par contre, cette tomate-là, si tu essaies de la planter, j'en sais rien moi, dans le Poitou, ça va pas aller du tout. Mais en attendant, on arrive à avoir du coup des légumes qui poussent super bien dans la zone géographique où on habite et avec du coup très peu d'intrants, très peu de pesticides, très peu d'arrosage. Le choix qui a été fait au sortir de la guerre, c'était pas celui-là, c'était celui donc du capitalisme, et d'avoir une uniformisation des formats des fruits, d'avoir des tomates qui sont toutes au calibre, d'avoir surtout des méthodes de production qui sont reproductibles d'un endroit à un autre, en s'affranchissant en fait des spécificités de climat, d'hygrométrie, etc. Et donc pour ce faire, on a eu donc des fabricants de graines qui ont fabriqué ce qu'on a appelé des hybrides F1. Donc ce sont en fait des plantes qui vont produire des beaux fruits, des beaux légumes, mais dont les graines de ces fruits et de ces dits légumes sont soit stériles, soit produiront en année N+1 des plants pas très vivaces, vraiment faibles, etc. Et donc ça nécessitera, en fait, pour avoir des belles tomates hybrides F1, donc qui vont être très jolies à regarder. C'est souvent à regarder, en fait, parce qu'en général, au goût, c'est pas ouf. Mais bon, en tout cas, à regarder. On est obligé d'acheter les graines aux vendeurs de graines parce qu'elles sont brevetées et on ne peut pas d'une année sur l'autre conserver. C'est-à-dire que si vous achetez une tomate dans le commerce, vous gardez les graines, vous les plantez, vous n'aurez pas les mêmes belles tomates que celles du commerce. Et donc vous serez obligé de racheter l'année d'après les graines aux vendeurs de graines et ainsi de suite à l'infini. Et souvent, les vendeurs de graines sont également vendeurs de pesticides, vendeurs d'engrais, comme le monde est assez bien fait. Et ils s'arrangent pour développer en fait des plants qui résistent à leurs pesticides. Comme ça, on peut pas se faire chier. Il suffit de planter leurs graines, mettre leurs pesticides, arroser comme des porcs et derrière mettre leur engrais. Et comme ça, derrière, on a le plant. Il pousse tout seul, il n'y a pas à réfléchir. Alors, du coup, ça fait quelque part, ça dévoie en fait le métier d'agriculteur. Et en fait, on a pris quelque part, je sais pas, peut-être 70 ans de retard. C'est-à-dire que ça fait entre 50 et 70 ans qu'on a arrêté d'adapter les plantes à nos territoires
Et donc il est urgent de faire ça, quoi, de se remettre à réadapter les tomates, tout ce qu'on a envie de manger. En fait, il faut qu'on reprenne le temps de les réadapter aux endroits où on habite pour s'affranchir du capitalisme et de tout ce qui est pesticides, etc. On a besoin de réadapter nos aliments à notre territoire, à notre terroir. Et puis après, s'il y a certaines choses, même quand on a pris ce temps de 5-10 ans de réadaptation de notre terroir et que ça pousse pas, c'est pas grave. Si ça pousse pas, on le mange pas, quoi. Mais voilà, à mon sens, c'est urgent de repartir là-dessus. Voilà, c'était un peu long, mais j'espère que c'était des précisions instructives. Merci beaucoup Yurigan pour toutes ces précisions sur la nourriture. Tu vas devenir notre spécialiste bouffe de l'émission et ça va être quelque chose de pépite. S'il te plaît, parle pas de petites sommes parce que ça va me troubler. Ah bah dis donc, tes problèmes sont résolus. Il y a pas mal de zéros. Il y en aura d'autres parce que je m'attaque au capitalisme. Tu te prends pour Karl Marx? Non, parce que je suis pas un théoricien, moi j'agis. Et tu vas faire ça tout seul? J'en ai bien peur, oui. Les étoiles en plus. Parce que la vie des citoyens compte aussi. Nous avons rapporté notre micro dans les mains de Noé pour qu'il aille vous rencontrer. Et voilà, discuter avec vous de sujets qu'il aura choisis. Alors Noé, je te laisse le micro. De quoi comptes-tu nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les rues de Poitiers, aux côtés de celles et ceux qui, pancarte en main et basket aux pieds, manifestent contre le gouvernement et son impopulaire réforme des retraites. Avec entre 7 000 et 10 000 personnes mobilisées, le premier Uppercut, appelé par l'intersyndicale viennoise, atteint, de mémoire de militante, une influence inégalée depuis 2010. Ainsi, malgré la pluie battante et une mobilisation en semaine, c'est au son des fanfares et des slogans que s'était lancée, ce jeudi 19 janvier, la bataille des retraites. Dans le cortège, les militants et militantes de la CGT Énergie ne passent pas inaperçus. Casque de travail et fumigène en main, Quentin de Ruffray, secrétaire départemental de la fédération, explique les raisons de sa mobilisation tout en répondant à Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Pourquoi il vous semble important de vous mobiliser aujourd'hui contre cette réforme des retraites ? Il me semble important de mobiliser aujourd'hui parce qu'en fait depuis toujours, l'être humain il a été à moins de travail et plus de vie. Et là, avec le gouvernement, on est sûr plus de travail pour le capital, plus de travail pour le profit des capitalistes et moins de travail pour les gens qui se saignent pour leur apporter du profit. Et j'ai des enfants, j'ai des amis, j'ai une famille et j'ai envie de pouvoir vivre et de profiter de ma vie en fait. Et j'ai pas envie de me saigner au travail jusqu'à 65 ans. Parce que ce sera 64, ce sera 65, ce sera 70, donc on a envie de se battre, on n'a pas envie de laisser les capitalistes mener le monde et voilà, nous saigner quoi. Qu'est-ce que vous répondez à Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, qui dit que le droit de grève n'est pas un droit de blocage ? Ça dit à Aurore Berger que pour tourner un tournevis, c'est dans le sens droit, enfin pour en visser, c'est dans le sens droit, pour dévisser, c'est dans le sens gauche. Et du coup, en fait, ce qui serait intéressant, c'est que Aurore Berger, pour une fois dans sa vie, elle aille réellement, j'ai rien contre les gens qui ont fait des études et qui font du travail un peu intellectuel, tout ça. Je dis juste qu'Aurore Berger n'a aucune conscience de ce que c'est que les copains qui sont typiquement, par exemple, à rampe et qui portent des charges jusqu'à 25 kg depuis l'âge de 15-16 pour certains, ont fait un apprentissage. Et donc Aurore Berger, tu vois, son blocage, c'est à cause d'eux, c'est eux qui bloquent. Donc moi je suis entièrement d'accord avec Aurore Berger. Finalement, quand je réfléchis après ta question, l'analyse d'Aurore Berger elle est bonne. Aurore, arrête les blocages, retire ta réforme et il n'y aura plus de blocage en fait. Pour Coralie Bruyé-Jean, adjointe à la mairie de Poitiers, le gouvernement se moque du monde. D'une inquiétude face à la perte de bénévoles qu'induirait cette réforme, l'élu en charge des solidarités esquisse une autre retraite. Pourquoi il vous semble nécessaire de se mobiliser aujourd'hui contre cette réforme des retraites ? Parce que concrètement, c'est mon point de vue d'humain ou mon point de vue d'élu ? Je veux les deux s'il vous plaît. Déjà, aujourd'hui, la moyenne, enfin l'espérance de vie en bonne santé, c'est 64 ans. Donc ça veut dire que si on doit travailler à minima jusqu'à 64 ans, et pousser encore au-delà, ça veut dire que personne ne va profiter de sa retraite. Sachant qu'en plus à 64 ans, il y a à peu près 25% d'une classe d'âge qui est déjà décédée, donc qui ne bénéficiera pas du tout de sa retraite. Et en tant qu'élu, moi je suis là pour quelque chose en plus, c'est que moi je suis élu à la solidarité et dans les associations, la plupart des bénévoles c'est des retraités. Quand les personnes elles vont partir à 67 ans à la retraite, elles seront en état d'assurer du bénévolat. Ça veut dire que toutes les associations elles vont perdre ces bénévoles et on est déjà en crise du bénévolat. Ça veut dire qu'il n'y aura plus personne pour assurer ces missions. Donc si l'État dit
On reprend en service public, on crée des services publics supplémentaires, pas de problème. Mais vu l'état de notre gouvernement, j'en doute. Et puis le deuxième souci, c'est que nous, on voit déjà, on a des métiers qui sont très durs au sein de la collectivité, notamment auprès des plus fragiles, des enfants, des personnes âgées. C'est des métiers qui physiquement sont très difficiles. On a des personnes qui arrivent, qui à déjà 55 ans, sont cassées par leur travail, qui physiquement ne peuvent plus tenir le coup. Et ça veut dire qu'on va se retrouver avec des situations d'invalidité. Et c'est des personnes qu'on ne pourra pas reclasser, alors qu'il faut les reclasser jusqu'à leurs 67 ans. Donc c'est des personnes qui vont se retrouver au chômage. Et ça, c'est pas acceptable. Le gouvernement prétend que c'est une réforme pour les femmes, alors que ce sont celles qui ont les carrières les plus hachées. Qu'est-ce que vous répondez à Madame Borne sur ce sujet ? Qu'il faut qu'elle arrête de se foutre de notre gueule. De toute façon, ils disent un peu tout et n'importe quoi, que ça va être le mieux pour les plus précaires, ce qui n'est pas le cas. Libération a débunké leur dire la retraite à 1 200 €, ça va concerner 48 personnes en France. Donc à un moment, il faut arrêter de se moquer du monde. La réalité, c'est que s'ils veulent que les retraites elles soient plus justes, déjà, il faut arrêter les allègements de cotisations et il faut compter... pour les femmes, il faut compter le temps de la maternité dans la retraite et le temps du congé parental dans la retraite. Si les slogans appellent à la grève générale, que vont faire les centrales syndicales face à un gouvernement inflexible? Pour le savoir, nous nous rendons dans le deuxième Uppercut qui s'élancera le 31 janvier, avenue du recteur Pinault à 14h. Sera-t-il suffisant pour mettre KO le gouvernement? Rien n'est moins sûr. Merci à tous pour votre participation, qu'elle soit tardive ou à point. L'émission est à retrouver sur le site de Radio Pulsar, sur la chaîne YouTube de Ventre Presse, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast en ligne, gratuites, payantes, hackées ou non. Vous faites ce que vous voulez tant que vous écoutez, au final, c'est top. Nous, on se retrouve dans 2 semaines à 19h sur Radio Pulsar. C'était donc Poitou Pop. Une émission sponsorisée par Ventre Presse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Écoutez Camarades Vôtre. À bientôt sur Radio Pulsar. Pulsar 95.9